Le plaisir de vous emmener visiter aujourd'hui l'un des plus beaux musées de Genève, celui d'ethnographie, une vénérable institution qui a bénéficié d'un magistral coup de jeune en 2014 en intégrant un bâtiment ultramoderne. L'occasion également pour son directeur de mettre en lumière les collections permanentes ou temporaires de façon plus contemporaine. D'abord, ce qu'on expose dans la collection permanente, c'est l'histoire du musée, l'histoire de l'institution, l'histoire des collections, et par là, l'histoire d'un rapport au monde, à savoir comment les objets sont venus, qui les a récoltés, pourquoi, dans quelles conditions. C'est aussi ce qu'on présente, l'histoire d'un regard, l'évolution d'un regard sur le monde. Alors souvent, les pièces qui sont exposées ici sont des pièces qui sont belles, qui ont beaucoup de force, mais elles ont aussi une histoire, une culture, une tradition. C'est en ça qu'elles sont importantes. Comment est-ce qu'on réussit à dépasser, on va dire simplement, l'esthétisme de ces pièces? Alors, il y a beaucoup de pièces qui sont vraiment très belles, il y en a qui sont vraiment très moches aussi, il faut le savoir. Elles n'ont pas été choisies que parce qu'elles sont belles, et certainement pas. Chaque pièce ici a été choisie parce qu'elle porte un message, parce qu'elle a une valeur historique, une valeur patrimoniale, une valeur anthropologique, ethnographique, et qu'elle permet de porter un discours. Et ce discours, il ne se trouve pas dans les vitrines ou dans l'objet, c'est tout le travail de médiation qui est fait autour des expositions, temporaires et permanentes d'ailleurs. C'est toute l'interprétation qui vient et qui accompagne cette exposition. Il faut venir, il faut participer, venir aux conférences, aux débats, aux projections, aux visites guidées. Il y a énormément d'ateliers. C'est cette interaction avec le musée qui va permettre aux visiteurs qui viennent et qui reviennent de vraiment se forger, s'ouvrir l'esprit, si vous voulez, et développer une véritable culture globale, si vous voulez, ici au musée d'ethnographie. Un musée d'ethnographie, donc, c'est là pour raconter des cultures à travers des objets, des cultures qui au premier abord paraissent très différentes, et puis finalement, quand on prend le temps de véritablement regarder les choses, elles sont plutôt là pour nous rassembler. On se rend compte que les préoccupations, ce qui est mis en valeur, eh bien, sont finalement assez communes à travers les différentes cultures. Un musée d'ethnographie comme celui-ci, c'est un lieu de dialogue, c'est un lieu de tolérance. Absolument. Le message finalement qui est porté, s'il n'y en avait qu'un, c'est de montrer comment toutes ces cultures sont profondément humaines et c'est de trouver toujours le dénominateur commun, ce qui rassemble plutôt que ce qui sépare. Boris Bastiot, merci. Collection permanente, donc, qui nous entoure, mais également exposition temporaire. Celle actuelle du musée d'ethnographie de Genève est intitulée « Le japonisme bouddhique » ou la rencontre à la fin du 19e siècle entre l'Europe et le Japon. Une rencontre culturelle, bien sûr, mais aussi artistique, que nous explique et nous présente Alain Christen. Le Japon, fermé au monde durant plusieurs centaines d'années, jusqu'au jour où la Constitution change. Nous sommes en 1868, les ports japonais s'ouvrent et de riches Européens débarquent. Ils découvrent alors un peuple fier. Un empereur, Meiji, à la tête de la religion Shinto, la religion d'État. Les Européens sont arrivés en utilisant les premiers voyages organisés par l'anglais Thomas Cook. Ils tombent sous le charme de cette culture. Certains, à peine arrivés, réalisent des croquis. Ils les ramèneront en Europe avec des objets d'art. Le japonisme bouddhique va naître de ces échanges. C'est une mode, cette mode du japonisme, cette mode, cet intérêt pour les estampes japonaises, ça donnait l'Art Nouveau. Et l'Art Nouveau a donné des peintres comme Musha, etc., qui eux-mêmes ont influencé ensuite les Japonais. Donc il y a eu vraiment des échanges, des allers-retours entre l'Europe et le Japon. Le japonisme s'immisce même dans les affiches, comme pour cette association qui, pour encourager la distribution de lait aux enfants pauvres, représente une mère japonaise. Nombre d'objets vont se parer d'estampes nippones, inspirer les artistes durant une vingtaine d'années jusqu'à la fin du 19e siècle. L'art, mais aussi la religion, le bouddhisme, une religion qui frappe les esprits occidentaux, peu habitués à concevoir autre chose qu'un Dieu unique qui commande tout. Les peintres fascinés se laissent imprégner, comme Félix Régamey, dont 7 grandes huiles sont exposées ici pour la première fois en 100 ans. Mais après l'exotisme de la culture, l'originalité artistique et l'engouement pour la spiritualité, l'Europe finit par se lasser du japonisme. Le parcours dans l'exposition s'achève donc avec l'opéra de Puccini, Madame Butterfly, qui rappelle justement la fin de l'amour entre un Américain de passage et la belle geisha. Jérôme Ducor, vous êtes l'un des commissaires de cette exposition. Cet intérêt que l'Europe a eu pour le Japon à la fin du 19e, c'est vraiment le Japon qui l'intéressait ou ça s'inscrivait, on va dire, dans cet intérêt général de l'altérité, de l'exotisme de la deuxième moitié du 19e siècle? Le 19e siècle en Europe, c'est l'ouverture de la révolution industrielle, somme toute. C'est la découverte, l'accélération des voyages, l'ouverture du canal de Suez. Donc il y a tout un mouvement comme ça. Et le Japon en particulier, il offre cette particularité d'avoir été un pays fermé sur lui-même pendant 2 siècles et demi.
pas une tribu perdue au fond de la jungle, mais une civilisation sophistiquée, développée. Et c'est ça que l'Europe découvre avec une certaine fascination. Et les artistes sont intéressés évidemment par l'art qui est produit au Japon. Qu'est-ce que ces artistes vont pouvoir retirer, prendre formellement du Japon? Donc l'inspiration première, c'est celle des estampes qu'on présente ici dans l'introduction de l'exposition. Et en fait, ils sortent d'un certain classicisme. Somme toute, il y a eu un passage, une transition, malgré la Révolution française, entre le 18e et le 19e. C'est le même classicisme au début du 19e siècle. Et eux, ils en ont un peu marre, ils veulent autre chose. Les Van Gogh, les Manet, etc., ils vont s'exprimer de ces couleurs très vives, très franches. La ligne claire, comme on dit également, et ça va se poursuivre pendant un certain temps, pendant 30 années. Et dans l'autre sens, est-ce que le Japon retire aussi quelque chose de cet échange avec l'art européen? Il y a un phénomène similaire en retour, et des Japonais qui vont venir en Europe à apprendre les techniques de la peinture à l'huile. N'est-ce pas, au Japon, on peint une sorte d'aquarelle sur papier ou sur soie. Et l'huile, c'est vraiment quelque chose de tout à fait moderne. Et on aurait aussi une école, ce qu'on appelle yoga, la peinture occidentalisante au Japon. Vous expliquiez que l'intérêt pour le Japon a duré une trentaine d'années à peu près, mais est-ce que le Japon a continué d'influencer l'art occidental au-delà de cette trentaine d'années, et comment? Oui, le phénomène du japonisme dure une trentaine d'années, quasiment jusqu'au tournant du XXe siècle, pour aboutir finalement à ce qu'on appellera l'art nouveau, et même si on pousse plus loin, les arts déco. Merci beaucoup.